Michel Dantin présente le projet agricole et alimentaire de François Fillon pour le parti Les Républicains. Un événement du syndicat national de la presse agricole et rurale. Quelques mots tout d'abord pour vous dire que François Fillon a apporté un coup de patte personnel au programme que nous avions préparé à quelques-uns parce que son long passé de député de la Sarthe fait qu'il a une connaissance personnelle du sujet et puis, je le dis comme je l'ai senti, une certaine attirance pour le sujet parce que sans doute ça évoque un certain nombre de moments de sa vie, un certain nombre de rendez-vous importants. Alors pour nous, je crois que ce qui est important de souligner, c'est que l'agriculture française est une puissance importante, elle a des atouts, elle a tout pour réussir et il faut qu'on lui redonne le pouvoir de réussir, la faculté de réussir. Je rappelle simplement que les exportations agricoles et agroalimentaires, c'est le deuxième poste de notre balance commerciale, qu'il y a aujourd'hui 2 millions de personnes qui vivent encore en lien avec l'activité agricole et que l'agriculture n'est pas l'espace rural. L'agriculture est un élément de la ruralité, mais un élément qui structure cette ruralité. Et puis, dans les forces de notre agriculture, je crois qu'il faut souligner, parce que c'est un cas un peu particulier que nous avons en France, c'est la force, la vitalité de l'enseignement agricole, qui est quand même une source importante d'espérance, parce que nous avons globalement des jeunes agriculteurs qui sont mieux formés que dans les autres pays européens. Alors pour autant, notre modèle agricole est en crise, vous le relatez tous les jours, je ne vais pas perdre du temps sur ce point-là, vous êtes des spécialistes, vous connaissez le sujet aussi bien que moi. Moi je voudrais vous dire que pour nous, pour François Fillon, le programme tourne autour de 4 principes. Le premier, c'est rendre aux agriculteurs la liberté d'entreprendre et d'innover. Le second, c'est mettre en place un commerce plus équitable pour les agriculteurs. Le troisième, c'est miser sur la compétitivité. Et le quatrième, c'est construire une politique agricole qui soit à la fois simple, ambitieuse et réactive. Alors, quelques mots sur chacun de ces points. Sur le premier, tout d'abord, sur la question de la liberté d'entreprendre et d'innover. Il est incontestable que depuis 1992, la PAC, politique agricole commune, plus les rajouts de politique française, ont corseté le chef d'entreprise, le travailleur indépendant, qui est l'exploitant agricole. Et que, progressivement, on a fait perdre à certains le sens du métier parce qu'on a tellement bloqué, encadré, contrôlé que, notamment, l'innovation a reculé ou du moins n'a pas progressé au cours de ces dernières années comme elle avait progressé dans la période précédente. Je voudrais juste vous citer une anecdote. Il y a quelques semaines en arrière, je recevais le président du syndicat européen du machinisme agricole et il m'expliquait que dans leur histoire, la plupart des découvertes, ce n'est pas eux qui les ont fait, c'est des agriculteurs qui ont montré une idée à un concessionnaire qui a reporté sur les fabricants, le fabricant ayant sophistiqué l'innovation, ayant sophistiqué l'invention. Eh bien, évidemment, les choses se sont complexifiées avec le temps, mais c'est un exemple parmi tant d'autres d'un secteur où l'innovation trouvée par les agriculteurs eux-mêmes est en forte récession au cours de ces dernières années. Et nous devons relancer cette dynamique d'innovation parce que c'est comme ça que nous retrouverons de la compétitivité, c'est comme ça que chacun retrouvera cette liberté et cette volonté d'entreprendre. Alors pour rendre la liberté aux agriculteurs, il nous faut d'abord traiter un certain nombre de problèmes franco-français, notamment au niveau de la surtransposition des textes communautaires. Et nous avons déjà en préparation un certain nombre d'ordonnances qui pourraient être prises dès les premières semaines du mandat du nouveau président de la République pour redonner un peu d'oxygène et appliquer les textes européens comme ils sont appliqués dans les autres pays. Là aussi, je ne vais pas vous faire le schéma, mais vous avez tous en tête ces produits qui sont
interdit chez nous, mais autorisé en agriculture biologique chez tel ou tel voisin, par exemple, telle molécule qui est généralement distribuée dans tel ou tel pays voisin, et puis qui chez nous est sanctionnable si on la trouve, on l'utilise. Le deuxième élément concerne les charges, et notamment les charges sociales. L'agriculture serait concernée par les mêmes mesures que l'ensemble des secteurs d'activité économique, c'est-à-dire une baisse des charges sociales compensée par une augmentation de 2% des taux de TVA les plus élevés. On voudrait également modifier, simplifier le cadre juridique qui s'applique à l'entreprise ou à l'exploitation agricole. Pourquoi ? Parce que de plus en plus d'exploitations agricoles font certes de la production, mais ont des activités commerciales en particulier qui viennent se greffer autour, des activités d'accueil, et regardez la complexité juridique des structures qui sont montées aujourd'hui, ça fait le bonheur des notaires, des conseillers juridiques de certaines organisations au passage, mais ce n'est pas durable. En plus, elles doivent être modifiées de manière très régulière. Il faut qu'on arrive à trouver un nouveau statut d'entreprise agricole qui permette, sans perdre le statut d'agriculteur, de pouvoir effectuer les différentes missions de l'acteur du territoire rural qu'est aujourd'hui le paysan. Et puis, vis-à-vis des jeunes agriculteurs, il me paraît important de pouvoir transmettre plus facilement l'exploitation, et notamment le capital d'exploitation. Et l'une des idées que l'on avance, c'est celle d'avoir un sursis au droit de succession tant que le bien reste dans le cadre familial dédié à la production agricole. Il faut aussi donner aux agriculteurs des capacités de s'adapter à l'évolution du contexte international et du contexte européen. Le temps d'une agriculture encadrée sur le plan des marchés est révolu. La plupart des pays européens n'en veulent plus, et je pense qu'un certain nombre d'agriculteurs n'en veulent plus non plus. Il faut donc leur donner des facilités. Ces facilités, elles sont en gros de 3 ordres. La première, c'est d'élargir ce qui est la dotation pour aléas. Nous pensons que chaque exploitation agricole doit pouvoir constituer une réserve, un compte d'épargne aléas climatiques et économiques qui soit un pourcentage du chiffre d'affaires, parce que suivant ce qu'est l'exploitation, si vous avez une petite exploitation laitière ou une grande exploitation fruitière ou viticole, ce n'est pas du tout le même chiffre d'affaires, les risques ne sont pas de même nature. Il faut donc pouvoir constituer un capital de réserve qui soit proportionnel au chiffre d'affaires, qui puisse être considéré comme une dépense quand vous le provisionnez et comme une recette quand vous libérez le compte. Nous pensons également qu'il faut transférer la couverture du risque climatique et des fonds qui permettent de le financer à un fonds de mutualisation qui soit géré par les agriculteurs. Cette suppression des normes, elle passe aussi par une étape constitutionnelle, puisque François Fillon souhaite abroger de la Constitution le fameux principe de précaution qui avait été voulu par Jacques Chirac au début de son 2e mandat et qui, dans les interprétations juridiques, s'est finalement transformé en un frein au progrès, puisque en invoquant ce risque, on a bloqué un certain nombre de recherches. Or, la France avait une agriculture puissante parce qu'elle a une recherche qui était relativement dynamique. Cette recherche, je pense en particulier à tout ce qui tourne autour de la génétique des semences, etc., a beaucoup été freinée par ce risque-là. Le deuxième point que je voudrais évoquer rapidement devant vous, c'est tout ce qui concerne la partie commerce équitable vis-à-vis des agriculteurs. L'ALME, que François Fillon a fait voter comme Premier ministre, a montré ses limites, et là aussi c'est plutôt transformé comme en un certain piège pour les transactions commerciales au détriment des agriculteurs, alors qu'elles devaient normalement contribuer à fluidifier les choses.
Il faut revoir les règles des négociations en encadrant par la loi la négociation et en impliquant l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire les agriculteurs, les transformateurs et les distributeurs. Il nous faut aussi arriver à une meilleure information du consommateur, puisque le consommateur demande cette information, notamment en révisant les règles d'étiquetage. Il ne s'agit pas simplement de coller le drapeau français sur tel ou tel paquet. Ça présente d'ailleurs un danger, et je pourrais le développer tout à l'heure si vous le souhaitez. Il faut informer sur l'origine, sur le prix de base payé à l'agriculteur pour la matière principale qui constitue le produit que vous achetez. Nous n'avons pas de guerre idéologique avec personne et nous pensons que différentes techniques, différents process commerciaux peuvent cohabiter. Quand je parle de ça, je pense bien évidemment à l'agriculture biologique, qui est un champ du possible, de même que les circuits courts sont un autre champ du possible, que l'agriculture raisonnée est un troisième champ, et nous ne voulons pas opposer les uns aux autres, nous voulons laisser au chef d'entreprise, à l'exploitant agricole, la capacité de choisir son modèle et de choisir le circuit dans lequel il souhaite s'intégrer, se développer. Troisième point, la politique agricole commune. Je voudrais d'abord rappeler un chiffre. En 2015, les agriculteurs américains ont reçu 486 $ par hectare. Les agriculteurs européens ont reçu 198 $ par hectare. Donc, à ceux qui nous font le procès d'une suraide à l'agriculture par rapport à tel ou tel, on est quand même dans de l'inexactitude. Ce que François Fillon souhaite, c'est que le débat sur le futur de la PAC soit d'abord posé dès cet automne au Conseil européen. En effet, il y a une question majeure qui doit être traitée et qui ne peut être traitée qu'à ce niveau-là. La question est la suivante: l'Europe doit-elle rester la gardienne inflexible du temple OMC et des accords de Marrakech en 1993, ou peut-elle, comme d'autres l'ont fait, les Américains, les Brésiliens, les Canadiens, les Indiens, les Chinois, s'affranchir de cet accord? Parce que, suivant la réponse qu'apportera le Conseil européen à cette question, la Commission pourra bâtir un projet de PAC ou un autre. Cette question, elle est fondamentale. Et c'est au chef de l'État, c'est au Premier ministre de la trancher. La PAC de demain, qui sera sans doute la PAC de 2023, ça veut dire qu'elle sera vraisemblablement préparée dans ce mandat présidentiel, mais qu'elle n'interviendra qu'au début du suivant, compte tenu du Brexit qui va décaler les choses. Cette PAC, nous voulons qu'elle assure une meilleure sécurité aux agriculteurs et une meilleure compétitivité pour les exploitations. Et nous voulons aussi qu'elle ait deux priorités, la gestion des risques et le soutien à l'investissement. Nous travaillons déjà pour faire évoluer les choses sur le plan européen en ce qui concerne l'assurance climatique. Et je pense notamment que le texte sur l'omnibus, qui est en cours de préparation et pour lequel nous devons au Parlement européen déposer les amendements avant mardi midi, permettra ces avancées-là. L'assurance climatique, elle peut être mise en place facilement partout en Europe. Elle coûte pour l'ensemble de l'Europe environ 4 milliards d'euros et elle est facilement gérable par les modèles satellites que l'on a. Ce n'est pas le cas, et je veux m'élever en faux, vis-à-vis des assurances revenus ou des assurances marge. Pour l'instant, nous ne disposons pas, personne, consultez les grands groupes d'assurance, consultez les experts, nous ne disposons pas d'une capacité réelle de gestion de ces produits. Nous pouvons gérer ces produits, exploitation par exploitation, mais ils représentent un tel coût qu'ils seront inopérationnels, vraisemblablement que les coûts de fonctionnement de ce type d'assurance seraient de l'ordre de 20 à 25%, ce n'est pas possible aujourd'hui. Il faut donc travailler, avancer sur ces questions-là. Si la PAC est repoussée un peu à 2023,
nous avons davantage de temps pour préparer et pour faire tourner les modèles. Cette PAC, elle doit réaffirmer la préférence communautaire qu'un certain nombre de pays ont oublié et que la France, qui en a été la grande bénéficiaire, doit rappeler, renouveler, défendre. Enfin, il faut, pour pouvoir modifier le droit français, inverser le droit européen de la concurrence. C'est un sujet sur lequel je travaille ardemment et dans lequel vous avez trouvé déjà des propositions dans l'Omnibus. Ça passe à la fois par un renforcement des organisations de producteurs, une simplification des démarches de reconnaissance, une autorisation de négocier qui soit plus ouverte, notamment lorsque les prix évoluent favorablement. Il n'est pas normal que seul celui qui est en bout de chaîne au contact du consommateur bénéficie de ces hausses. Je m'explique. Le sucre passe de 450 à 800 € la tonne. Il a un système interprofessionnel négocié chaque année qui permet de répartir la valeur ajoutée entre les différents acteurs, puisque quand on a fixé le contrat au mois de mars, on ne sait pas ce que sera la valeur du sucre au mois d'octobre ou au mois de novembre. C'est la même chose, c'est possible, notamment par exemple pour les fruits. Lorsque un distributeur passe ses contrats avec des producteurs au mois de mars, il fixe le prix de l'abricot à temps, mais il ne sait pas si un gel au mois d'avril fera passer le prix de l'abricot à 3 fois ce prix-là au moment de la récolte. Il n'est pas normal que l'agriculteur qui a contractualisé soit pénalisé par rapport à celui qui aura attendu le dernier moment pour vendre. Il faut donc que nous ouvrions ce débat, que nous sortions des principes de cartel. La France doit être à la manœuvre. Je fais juste une mention. Est-il logique qu'une politique qui a été construite quand le panier de la ménagère représentait environ 20% des revenus et où il y avait 4% de chômeurs, cette politique, elle visait donc à faire baisser à tout prix les prix des produits agricoles pour développer l'activité économique dans d'autres secteurs. Est-il logique que ce soit cette même politique qui continue à s'appliquer quand nous avons un panier de la ménagère où les produits agricoles représentent, suivant comme on calcule, de 8 à 12%, et alors que le taux de chômage est en Europe aujourd'hui à 10%. Il faut donc que le droit du consommateur évolue d'un seul versus citoyen, le droit de la concurrence, pardon, évolue d'un seul versus citoyen-consommateur vers la prise en compte également d'un versus citoyen-travailleur. Parce que dans la bataille du prix le plus bas, on trouvera toujours quelqu'un, et il suffit de prendre l'exemple d'un autre secteur qui s'appelle le textile. Le textile tunisien a tué le textile français, le textile afghan a tué le textile tunisien, et aujourd'hui le textile érythréen est en train de tuer le textile afghan. Est-ce que c'est ce que l'on veut pour l'agriculture et pour les productions agricoles? Non, clairement non. Dernier point qui est un point de stratégie important pour le candidat et pour le président de la République, c'est que le ministre de l'Agriculture doit être proactif et à la manœuvre de manière permanente, notamment sur la scène européenne. Le ministre doit avoir une feuille de route établie clairement en début de mandat qui lui permettra de défendre à Bruxelles et dans les différentes capitales européennes des positions françaises qui doivent être partagées avant que la copie de la Commission soit mise sur la table. Il y a à reconstituer une véritable diplomatie agricole. Il est possible dans ce pays de se mettre d'accord dans le respect des uns et des autres entre le ministre de l'Agriculture, le gouvernement, les principales organisations agricoles, les parlementaires européens, quelle que soit leur sensibilité, pour établir une feuille de route qui nous permette d'aller défendre la même chose dans les différentes capitales européennes. C'est avec cet outil-là, avec cette volonté-là, que nous pourrons être réécoutés à Bruxelles. Je peux témoigner aujourd'hui que lorsqu'un ministre est absent près de 50% du Conseil des ministres, quand il réclame quelque chose à ses collègues, il ne peut pas être pris au sérieux.
Nous avons un vrai siège à occuper. Le poste du ministre de l'Agriculture, il est, et je ne le dis pas parce que je suis député européen, je le dis parce que l'expérience m'a montré, à travers l'accompagnement de 3 ministres successifs avec des pratiques différentes, que le ministre doit être sur le terrain, au contact des réalités. Il doit être à Bruxelles pour défendre la vision française. Ce n'est pas à Paris que la politique agricole se dessine. Trop de gens viennent pleurer au ministère alors que les décisions sont prises ailleurs et que le ministre est enserré dans un carcan auquel il a dû participer à son élaboration. Voilà, j'ai été sans doute un peu long, je vous prie de m'en excuser, la manière dont nous voyons les choses pour l'agriculture dans les années qui viennent. Je suis prêt maintenant à répondre à vos questions. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr.